Salut, bienvenue. Destination Morlan, c'est la web-série d'Emerige qui présente le chantier de son nouveau projet au cœur de Paris. Morlan Mixité Capitale, c'est un ensemble de plus de 40 000 m² qui réunit sur 3 bâtiments pas moins de 11 usages distincts. Des logements, des bureaux, des commerces, un marché, un restaurant, un hôtel, une auberge de jeunesse, une crèche, une piscine, un centre d'art et de l'agriculture urbaine. On va se balader à travers les différents niveaux pour découvrir ce qui est en train de se construire ici, comprendre les choix architecturaux, revenir sur l'histoire des lieux. On traverse la Seine, ça se passe juste là. C'est ici que se trouve l'une des entrées de Morlan Mixité Capitale. Étant donné la taille de l'ensemble et la volonté d'en faire un lieu de rencontre et d'échange, il n'a pas été question de faire un seul et unique accès. Et puis, pour multiplier les croisements et intégrer d'autant mieux le lieu au reste du quartier, une grande circulation a été tracée qui va depuis le quai Henri IV donnant sur la Seine jusqu'au boulevard Morlan de l'autre côté. On va aller voir. Cette circulation, elle permet aussi d'accéder aux commerces qui prennent place au rez-de-chaussée, à commencer par le marché juste ici où nous attend l'un des architectes du projet. Bonjour Caspar Michalek. Bonjour David. Vous êtes de l'agence BRS Architecte Ingénieur, partenaire associé France du grand architecte britannique David Chipperfield avec qui vous avez collaboré sur ce projet. On est heureux de vous accueillir ici sur ce magnifique chantier que est Morlan. Eh bien, écoutez, le plaisir est partagé. Vous allez pouvoir comme ça nous guider à travers quelques étapes dans une visite de chantier. On vient de rentrer dans le bâtiment là depuis le quai Henri IV. On s'en rend pas tout de suite compte parce qu'on est tout de même en chantier, mais on imagine un bâtiment qui est très ouvert sur l'extérieur. Je crois que c'est un des enjeux de votre opération. Absolument. C'est vrai qu'un des sujets principaux de la proposition de notre groupement a été de rendre perméable le site, de permettre la traversée depuis le boulevard Morlan jusqu'au quai Henri IV et jusqu'à la Seine. Et pour réussir cela, il fallait libérer les rez-de-chaussée, surélever les bâtiments. Les bâtiments neufs sont justement supportés par ces voûtes. Ces voûtes qui sont d'une certaine façon une main tendue, une invitation aux piétons, aux promeneurs à aller découvrir le cœur d'îlot et le marché couvert où nous nous trouvons actuellement. Caspar Michalek, je vous propose de continuer cette discussion. En prolongeant notre visite, on va aller du côté de la cour Morlan. Caspar Michalek, dans la grande allée centrale entre le marché couvert et cette entrée principale du boulevard Morlan, on a cette place qui est plantée par le paysagiste Michel Devine. D'ailleurs, il va nous en parler, nous raconter un petit peu son travail de conception, qui est entourée aussi, au-delà des plantes, par ces voûtes qui forment comme un péristyle. Racontez-nous un petit peu cette forme assez douce finalement. C'est vrai qu'une fois la décision prise qu'il fallait nécessairement surélever tous les bâtiments neufs pour libérer le rez-de-chaussée, les rez-de-chaussée qui nous permettent de traverser l'ensemble de l'îlot, se poser la question de comment du coup supporter ces bâtiments neufs. Il nous semblait que cette rigueur structurelle du bâtiment de la Prade ne permettait pas de rester dans une ordonnance comme ça rectangulaire. Et donc est arrivée cette forme des voûtes qui, un peu comme dans les cloîtres ou autres, est également une forme qui accompagne un promeneur, qui fait une sorte de contrepoint volontaire à la rigueur structurelle du bâtiment de la Prade. On devine aussi, ça crée une espèce de motif, puisqu'on retrouve ces mêmes voûtes à d'autres endroits du projet. Un peu comme les façades d'ailleurs des bâtiments nouveaux. Ça participe tout ça à uniformiser un petit peu votre intervention au sein de l'ensemble de l'opération? Exact, effectivement. Le projet Morlan Mixité Capitale englobe 11 différents programmes, mais il n'était pas question de refléter ces 11 programmes dans les façades. Et donc il y a d'une part une uniformité des façades des bâtiments neufs, que ce soit l'auberge de jeunesse ou les bâtiments de bureaux sur le quai Henri IV et dans la cour sud. L'uniformité des voûtes qui accompagnent le promeneur dans l'ensemble du rez-de-chaussée, qui sont un peu les mêmes. Entre autres, il y a également les rideaux qui participent à cette uniformité, qui ne permettent pas forcément de distinguer immédiatement un étage de bureau d'un étage d'hôtel ou même de l'auberge de jeunesse. Caspar Michalek, je vous propose qu'on rentre maintenant dans un bâtiment, l'auberge de jeunesse qui est juste là. Allons-y. Allez. On a évoqué la grande diversité des usages qui prend place ici au sein de cet ensemble de bâtiments.
Comment est-ce qu'on travaille à les juxtaposer les uns à côté des autres? Où placer quel type de programme? Est-ce qu'il s'agissait de restreindre les lieux dans des zones distinctes ou bien on essaye de tout mélanger au contraire pour créer un maximum de rencontres entre les différentes utilisations du lieu? Oui, une fois le programme établi avec sa grande diversité, il était question surtout d'élargir la plage d'utilisation du bâtiment. Un bâtiment de bureau, c'est 8h, 18h. Et nous, ce qu'on souhaitait, c'était créer un morceau de ville qui animait, qui fait les gens se croiser, se rencontrer. Et d'où la complexité du programme. Mais avec la volonté de croiser, de se faire rencontrer, on imagine peut-être un visiteur de Singapour installé à l'hôtel 5 étoiles croiser un Néo-Zélandais qui a passé sa nuit de l'auberge de jeunesse. Merci beaucoup Caspar Michalak de nous avoir accompagnés dans ce petit bout de visite. On va continuer pour ce qui nous concerne la balade en découvrant cette fois le bâtiment principal, l'ancienne préfecture Morlan. Nous sommes dans le grand immeuble en forme de H qui trône au cœur de l'ensemble, dans la partie qui s'apprête à accueillir des bureaux et un petit peu plus haut, un hôtel. On retrouve autour de nous cette trame de fenêtres hyper régulière qui participe à l'identité du lieu. Le bâtiment dans lequel on se trouve, il emprunte autant au mouvement moderne qu'à l'architecture néoclassique. Très grand, très rigoureux, sa structure est en béton, mais il a par sa symétrie, par sa composition en 3 parties, par la pierre de sa façade et par son couronnement majestueux, quelque chose du monument du 19e siècle. C'est l'architecte Albert Laprade qui l'a conçu dans les années 60. Il a abrité pendant un demi-siècle la préfecture de Paris avant un déménagement des équipes en place. En 2016, l'immeuble Morlan, comme on l'appelait, intègre l'appel à projet Réinventer Paris, qui a permis de trouver de nouvelles fonctions à de nombreux lieux inutilisés de la ville. C'est dans ce cadre-là que les équipes réunies par Emeridge ont proposé le projet Morlan Mixité Capitale, qui intègre les différents programmes dont nous parlions jusque-là, en s'appuyant sur ce bâtiment central, adjoint par 2 nouvelles constructions de part et d'autre. Et alors justement, pour parler de cette relation entre l'ancien et le nouveau, entre la réhabilitation et la construction, je vous invite à me suivre, on va retrouver l'une des architectes de l'opération. Bonjour Anne Savard. Bonjour. Vous travaillez à l'agence Calque, associée à David Chipperfield sur la conception de ce projet. Racontez-nous un petit peu, on vient de voir ce bâtiment, on vient de comprendre combien il avait une valeur patrimoniale et historique. Comment est-ce qu'on fait pour travailler dessus? J'imagine que c'est pas anodin de toucher un tel monument. Alors quand on a un bâtiment comme ça dans les mains, on apprend à le connaître. Donc pour apprendre à le connaître, on fait des recherches sur comment il a été construit, de quoi il est constitué. Et notamment ici, on a fait tout un travail sur les façades. Donc d'abord, comprendre ce que c'était, d'où venait la pierre, est-ce qu'on a différentes pierres, d'où viennent les différentes pierres. Et ça c'est nécessaire, pardon, parce que s'il s'agit de remplacer la pierre à un endroit, il faut avoir exactement la même pierre, c'est ça? C'est ça. Donc ça c'est tout un travail qu'on a fait en collaboration avec l'agence François Chatillon, qui nous a aidé à diagnostiquer le bâtiment. Effectivement, et au-delà de la façade, alors qu'est-ce qu'il en est des autres éléments qui participent à l'architecture de ce lieu, peut-être même les menuiseries, les fenêtres? Alors oui, sur les menuiseries, c'était très important pour nous et aussi pour Chipperfield d'essayer de retrouver en fait ces menuiseries qui ont été dessinées par Albert Laprade quand ils ont conçu le bâtiment. Ils avaient dessiné des menuiseries en acier sur mesure, donc avec une modénature bien particulière qu'on a essayé de retrouver nous dans le dessin de toutes les nouvelles fenêtres du projet, en hommage à ce qui était du bâtiment d'origine. Et alors, maintenant qu'on comprend votre travail effectivement, je crois, assez minutieux finalement pour retrouver cette architecture d'origine, qu'est-ce qu'il en est de l'intégration de tous ces programmes très différents à l'intérieur du bâtiment? On part d'un bâtiment de bureau des années 60 et on en fait un hôtel, des appartements. Comment est-ce que ça se passe? Donc en fait, on a tout à fait conservé ce principe de noyaux centraux, circulation et ensuite les chambres en périphérie, qui du coup étaient plutôt adaptés au bâtiment parce qu'on arrive à avoir 2 fenêtres par chambre avec une surface correcte qui correspond aux standards des hôtels d'aujourd'hui. Donc au niveau des typologies, dans les niveaux hôtels, on n'a pas changé grand-chose. Au bureau non plus en fait. C'est pas aussi facile, j'imagine, pour les appartements? Non, alors les appartements, non. Alors dans les appartements, on avait aussi à l'origine ce système de grande circulation qui desservait des bureaux de part et d'autre, qu'il a fallu après recouper en plusieurs noyaux pour ensuite recréer des appartements
appartements de qualité qu'on a essayé de rechercher, traversants ou pas. Forcément, entre le bureau des années 60 et l'appartement du 21e siècle, on imagine qu'il y a quelques ajustements à faire. On le disait, on retrouve au maximum l'architecture d'origine du bâtiment. Sur les côtés, en revanche, sur les façades latérales du bâtiment, vous avez rajouté des balcons à la trame de fenêtres qui n'étaient pas dans le bâtiment d'origine. Oui, effectivement. Donc on a ajouté des balcons. Donc à chaque fenêtre existante, on a rajouté un balcon. Parce que ça participait du coup de la domesticité de ces ailes de bâtiments qui sont en fait des trames infinies. Par contre qu'on a conservé parce qu'on a rajouté vraiment, on n'a pas rajouté un balcon par-ci par-là, c'est l'uniformité de la façade, partout où il y a des fenêtres, il y a un balcon. C'est garder l'idée du rythme, de la trame originelle, mais rajouter des balcons, c'est bien montrer qu'on a des logements, c'est plus un immeuble de bureau ici. Ça adoucit d'ailleurs un petit peu la façade d'une certaine manière. Oui, oui, alors ça adoucit la façade tout en gardant quand même ce rythme très strict, mais ça permettra aussi de la faire vivre. Le fait d'avoir tous ces programmes qui cohabitent les uns à côté des autres au sein de ce bâtiment et plus largement au sein de l'ensemble du projet Morland Mixité Capitale, qu'est-ce que ça implique en termes énergétiques? Je crois savoir qu'on fait aussi des économies d'énergie grâce à ça. C'est ça. Alors ça a permis de créer en fait ce qu'on appelle cette fameuse boucle énergétique. Donc c'est un concept qui a été développé par notre bureau d'études de Barbanel et ce qui permet du coup de mutualiser en fait les besoins des uns des autres. Donc il y a des échanges de fluides d'un programme à l'autre qui permet de ne pas trop solliciter en fait les réseaux urbains. Donc par exemple, quand on a besoin de faire du froid, ça veut dire de générer de la clim, en fait, on rejette du chaud, donc on se sert du chaud dans un autre programme. Donc voilà, c'est le système d'échange énergétique qu'on appelle boucle énergétique. Merci beaucoup Anne Savard pour ces explications passionnantes. La déambulation au sein du projet continue. On va maintenant s'intéresser à toutes les structures qui ont participé à Morland Mixité Capitale. À l'origine de notre histoire, nous le disions, il y avait l'appel à projet Réinventer Paris, initié par la mairie de Paris. En 2016, lorsqu'Emeridge est désigné lauréat sur l'ensemble immobilier Morland, c'est tout un ensemble de concepteurs qui est à la manœuvre. Derrière l'architecte britannique David Chipperfield, l'agence d'architecture Calque notamment, mais aussi le paysagiste Michel Desvignes ou encore le studio Other Spaces. Et plus largement, tout un ensemble de futurs usagers qui participent aux réflexions. Également l'entreprise Sous les Fraises qui s'occupe d'agriculture urbaine. Ils sont là-haut sur la toiture et je crois qu'ils nous attendent. Bonjour Marie-Déenne. Bonjour. Vous êtes responsable d'exploitation dans une entreprise qui s'appelle Sous les Fraises. Et ici, dans le cadre de Morland Mixité Capitale, vous intervenez sur 3 grandes surfaces de toiture pour faire ce qu'on appelle de l'agriculture urbaine. Alors c'est un mot qu'on entend souvent, mais peut-être qu'on ne sait pas exactement ce que c'est dans les détails. Racontez-nous, ça sert à quoi l'agriculture urbaine? Ça nourrit qui? Alors, il y a plusieurs formes d'agriculture urbaine. En tout cas, le principe commun, c'est de cultiver en ville des fruits, des légumes, des herbes aromatiques. Ça peut être aussi des ruches. Et ça nourrit principalement les gens qui sont juste autour, puisque l'idée, c'est de rester local, pas forcément dans un objectif d'autosuffisance, surtout dans une ville comme Paris. Ici, spécifiquement, dans le cadre de ce projet Morland Mixité Capitale, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces fruits et légumes qui vont être cultivés sur les toitures du bâtiment? Alors, ils peuvent avoir plusieurs débouchés, ces fruits et légumes. Déjà, ça peut être sous forme de panier aux habitants, qui sont les plus directement concernés, juste en dessous. Ça peut aussi être pour les commerces, que ce soit qu'on les retrouve dans des cocktails, qu'on les retrouve à acheter en produits frais. Et sinon, ça peut être aussi transformé par des artisans toujours locaux. Donc ça peut être transformé en infusion. On a notre grenier, notre séchoir dans le 10e arrondissement. Si on cultivait du houblon, ça pourrait être brassé dans le 19e à notre brasserie partenaire. Donc différents débouchés, toujours en tout cas ultra local. Alors on voit bien autour de nous que les plantations ne sont pas encore là, hein. On n'a pas encore commencé la culture, mais racontez-nous comment est-ce qu'on va utiliser chacune de ces structures qui sont autour de nous. Alors on a besoin de structures du coup d'accroche, donc c'est ce que vous voyez ici, c'est en effet pas encore la jungle urbaine. Nous on a la particularité de cultiver en vertical, donc il faut imaginer un petit peu comme un vignoble avec différents rangs et des panneaux, donc c'est entre le vignoble et le mur végétalisé si vous voulez. C'est des panneaux qui sont faits de laine de mouton, de chanvre et de terre, qui ont l'avantage du coup d'être légers pour ne pas rajouter du poids à la toiture. De faire aussi plus de plantes au mètre carré. Au total, on aura quasiment 50 000 plantes qui vont pousser ici sur ce bâtiment. Donc ça promet plusieurs centaines de tonnes de récolte. Merci beaucoup Marie-Déenne. On va continuer à parler de plantation puisqu'il y a beaucoup de végétation au sein de ce projet.
Ce sera l'objet de notre discussion avec Michel Devine, qui est le paysagiste en charge de l'opération. Bonjour Michel Desvignes, vous êtes paysagiste reconnu dans le monde entier et vous intervenez ici à Morlan Mixité Capitale. Racontez-nous un petit peu ce projet paysager, comment est-ce qu'on intervient sur un bâtiment au centre de Paris? C'est pas rien quand même. Évidemment, c'est une grosse responsabilité. On voit bien on voit tout, donc on est vu de partout. L'essentiel, bon, on comprend bien qu'il y a deux sujets. Il y a la vue de l'extérieur, il y a ces toitures, et puis nous verrons d'autres jardins. Mais sur cette toiture, il y a une vraie responsabilité. Les jardins sur toiture sont parfois mièvres, peuvent paraître très... une sorte de décor fragile sur un bâtiment qui a en revanche une très grande rigueur, une très grande force. On a cherché la manière d'inscrire cette agriculture urbaine dans une véritable architecture. Et on a tout fait pour que cette architecture soit justement la plus cohérente possible avec la structure du bâtiment, dans son rythme, dans ses proportions, avec comme grand enjeu la silhouette proposée, vue de partout et vue depuis le centre de Paris. Alors, vous nous parliez jusque-là notamment de la responsabilité du concepteur que de proposer une installation qui va être vue de partout. Mais il y a aussi tout un tas d'éléments de votre intervention qui, eux, sont uniquement à l'usage de ceux qui vont habiter le bâtiment, de ceux qui vont traverser le bâtiment. Comment est-ce qu'on fait le lien entre les différents éléments de votre intervention? Quel est le lien? C'est un peu évident. Il y a des situations extrêmement différentes. Notre souhait, c'est qu'aussi il y a un accès public. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une agriculture, c'est évidemment avant tout un lieu. Bien sûr, il a cette fonction majeure, mais il y aura une accessibilité possible. Il y a ce socle haut qui est légèrement au-dessus du garde-corps, ce qui fait que quand on est au-dessus, on ne voit plus le garde-corps, on est en plein ciel. Donc on a même l'espoir que parmi cette agriculture, il y ait des lieux qui seront plus ornementaux peut-être, plus accessibles, notamment cette extrémité, et les habitants, sans doute, pourront venir profiter de cette incroyable situation. Eh bien, merci beaucoup Michel Desvignes. On va continuer la discussion peut-être justement au sein du jardin dont on parlait à l'instant, cette cour plantée du côté de l'entrée principale de Morlan Mixité Capitale. Je vous propose qu'on aille flâner dans les allées. On y va. Très bien, on y va. Michel Desvignes, on est descendu de quelques étages pour retrouver au rez-de-chaussée cette forêt intérieure dans cette cour plantée. Il y a quelque chose un petit peu du palais royal, du cloître avec cette végétation qui est entourée comme ça par la colonnade, les voûtes construites par David Chipperfield. Oui, mais ça, disons que ça, je trouve magnifique l'idée de David d'avoir d'une part refermé cet espace, mais en créant cette colonnade, il crée un premier plan qui fait que finalement, quand on est là, on oublie un peu finalement la présence monumentale de ce qui est construit au-dessus. Alors ce qui est important de dire, bien sûr, on est à la fois dans une cour, dans un cloître, mais on est très ouvert sur la ville. C'est ce qu'on voit bien derrière nous. C'est vous et votre agence qui avez travaillé au-delà de cette cour plantée sur tous les sols du rez-de-chaussée. Oui, c'est très important puisque justement, encore une fois, ce jardin est un des éléments de ce parcours d'espace public parisien où on va aller d'un trottoir au quai en traversant le jardin. Ce qui définit une forêt, c'est l'étagement, la densité. Vous voyez qu'il y a une densité très forte. Il y a des végétaux qui couvrent le sol, il y a des végétaux presque arbustifs, puis il y a des arbres qui vont être destinés à grandir. Est-ce que vous nous présentez quelques-unes des espèces qu'on a autour de nous? Alors, ça, ce sont des érables japonais qui amènent pour moi cette texture plus fine qui aide à cette miniaturisation. Sans eux, il y a une certaine pauvreté. Et puis vous avez des érables de Montpellier, des bouleaux, des pins. Les plus grands végétaux, ce sont ces pins qui vont bien entendu s'élever. Il y aura une stratification plus nette. Eh bien, merci beaucoup Michel Desvignes pour cette visite au sein des allées de cette cour plantée. Très bien, merci. Quant à nous, la visite continue à l'air libre puisqu'on s'intéresse désormais à l'air et à la lumière au sein de notre projet. Et voilà le clou du spectacle. Tout en haut de notre bâtiment, juste au-dessus de l'hôtel, c'est un bar et un restaurant qui s'installeront, d'où l'on comprend d'autant mieux la position centrale du projet au cœur de Paris. L'artiste Olafur Eliasson et l'architecte Sébastien Beman du studio Other Spaces y préparent une installation artistique qui se jouera de cette vue panoramique assez exceptionnelle. Enfin, vue d'en bas, ce grand parallélépipède vitré viendra couronner le bâtiment, en écho d'ailleurs avec le jardin très orthogonal qui s'apprête à accueillir l'agriculture urbaine.
Et voilà, Destination Morlan, c'est terminé. Si vous avez aimé la série, vous pouvez la revoir. Et si vous l'avez déjà revue, il ne vous reste plus qu'à venir sur place. À bientôt, salut!